Philippe, merci beaucoup de nous recevoir chez toi dans ton atelier. C'est un vrai plaisir comme à chaque fois. Et l'idée de ce dialogue est venue l'autre jour quand je te disais qu'il y a plusieurs pays d'Europe où on espère qu'on va gagner la bataille contre le virus. Là, la priorité, c'est de sauver des vies, donner les moyens à l'hôpital et à la recherche et au vaccin. Mais après ça, la question se pose quand même, comment éviter une crise sociale gravissime? Comment, en France, il y a 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, 6 millions d'hommes et de femmes qui sont au chômage. Et dans tous les pays, on se demande quel nouveau modèle social après la crise. Et il y a plusieurs pays d'Europe où le débat revient sur la semaine de 4 jours. Ici, en Belgique, les syndicats belges veulent relancer ce débat, les syndicats allemands. En Espagne, Pedro Sanchez a mis quelques dizaines de millions d'euros pour aider les entreprises à passer à 4 jours. Mais c'est un débat très compliqué. Et l'autre jour, spontanément, tu posais des questions. Mais c'est quoi la différence avec les 35 heures? Est-ce que ça va abîmer les entreprises? Dans une économie mondialisée, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je me suis dit que tu pouvais peut-être m'aider à répondre aux questions que tout le monde se pose, parce que depuis les 35 heures, effectivement, c'est devenu un sujet un peu tabou. Oui, c'est vrai. Spontanément, je t'ai posé des questions et ça m'intéresse, ça me passionne. Les 35 heures, dans le souvenir que j'en ai, ont été proposées par Martine Aubry et ont l'air d'avoir laissé un goût amer à beaucoup de gens. Et il me semble que soit on a mal présenté le bébé, soit on a mal appliqué la loi. Il s'est passé quelque chose, pardon de le dire vulgairement, mais il y a eu une couille dans le potage. Ce que j'entends dire sur les 35 heures, c'est une catastrophe, ça a coûté sa vie politique à Martine Aubry au plan national, et ça n'a pas marché, et ça ne marchera jamais. Or, ce que tu m'as dit et que je voudrais que tu me réexpliques très précisément, c'est pourquoi le projet des 4 jours va marcher, lui. Pour moi, c'était lumineux, comme tu me l'as dit, mais pourquoi d'abord les 35 heures n'ont pas donné ce qu'elles auraient dû donner? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça, et merci de poser la question très clairement, parce que c'est effectivement sans doute une des raisons pour lesquelles le sujet de la question du temps de travail est devenu tabou dans beaucoup de pays. D'abord, il faut redire que le débat, ça fait un siècle et demi, on a fêté le 1er mai. Le 1er mai, c'est l'anniversaire de ceux et celles qui se sont fait tuer dans la rue parce qu'ils voulaient travailler moins, limiter le travail des enfants, avoir seulement une journée de 12 heures ou de 10 heures. Donc c'est un vieux combat, la question du temps de travail. Mais le débat sur la semaine de 4 jours en tant que tel, il date de 1993. 93, comme on dit ici. C'était Antoine Riboud, je l'ai retrouvé, Antoine Riboud, le patron de Danone, un des plus grands groupes industriels de l'époque, c'était pas un blagueur. Antoine Riboud qui dit il faut passer à 32 heures sur 4 jours sans étape intermédiaire. Il dit bien 32 heures sur 4 jours sans étape intermédiaire. Ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Et Antoine... Oui, non, juste une question. Il dit ça en 93, à un moment où... quelle est la durée du temps de travail à ce moment-là? À l'époque, on était officiellement à 39 heures. En France, on était à 39 heures. Et en vérité, ceux et celles qui comptent leurs heures étaient à 39 heures. Mais beaucoup de gens, du moment que tu fais ta journée, un cadre, un commercial, un dessinateur, voilà. Mais donc, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est pas la gauche extrême qui disait ça. C'était un grand patron qui avait réfléchi pendant 6 mois avec toutes ses équipes pour toutes les entreprises du groupe Danone, tous les métiers, et qui disait il faut passer à 4 jours, 32 heures sans étape intermédiaire, parce que si on fait un petit pas, puis un petit pas, ça ne créera pas d'emploi. Et avec l'idée, pour ne pas abîmer l'entreprise et pour ne pas baisser les salaires, d'utiliser autrement l'argent qu'on met dans les caisses de chômage. En France comme en Belgique, fort heureusement, on ne laisse pas les chômeurs dans la rue. Il y a des aides, ça ne suffit pas, mais il y a des aides. On met des dizaines de milliards pour aider les chômeurs et les chômeuses, pour compenser la Sécu, pour en France le RSA, voilà. Donc Antoine Riboud et d'autres disaient si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée des emplois, elle peut arrêter de payer les cotisations chômage. C'est comme ça que en France, 400 entreprises sont passées à 4 jours. Il y a 28 ans de ça. Oui, en 93. En 93. En 95, et après ça je vais revenir sur les questions de 35 heures, c'est un rapport le rapport Boissonnat qui avait été à la demande de Balladur, qui était à la une de tous les journaux en octobre 95, qui dit il faut réduire de plus de 20% le temps de travail, et pour ne pas inquiéter les bourgeois, ils disent d'ici 20 ans. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une réduction forte du temps de travail. On était à 7 jours sur 7 au début du siècle, on est passé de 7 jours à 6, on est passé de 6 jours à 5, et quasiment tout le monde est d'accord pour dire que si on fait 1 heure de moins par-ci, par-là, ça ne va rien changer, ni pour l'emploi, ni pour la qualité de vie, et que par contre, ce qui compte, c'est faire 1 jour de moins, et si l'entreprise reste ouverte 5 jours, on embauchera du monde. Donc c'était le débat. Et on a réussi à avoir une loi qui a permis l'expérimentation, la loi de Robien. Et tu connais peut-être les yaourts Maminova, le jambon Fleury Michon, Monique Ranou. Il y a
400 entreprises qui sont passées à 4 jours de façon souple. Depuis combien de temps ? C'était dans les années 97, 98, 99. Donc il y a 20 ans, un gros 20 Voilà, ans. c'est quand on a, avec l'idée vraiment simple, c'est que ça peut être souple. Le directeur de l'usine passe à 4 jours, mais pas exactement comme les commerciaux, comme les ouvriers ou comme la comptabilité. Mais tous les salariés passent en moyenne à 4 jours. Et si l'entreprise crée 10 ou 15% d'emplois en plus en CDI, des vrais emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et donc c'est possible. Elle a un intérêt, évidemment. On ne demande pas juste à l'entreprise de passer au truc à sa propre charge, mais il y a un soutien de l'État qui l'exonère de... Voilà. Et qui permet de ne pas baisser les salaires. Les ouvriers de chez Maminova ou les commerciaux ou les cadres de Maminova n'ont pas perdu un centime. Ils sont passés à 4 jours, qualité de vie. Il y a eu 120 embauches, c'est 120 personnes qui retrouvent un boulot et c'est 120 qui payent pour les caisses de retraite. Voilà, et qui n'ont plus émargé au chômage. Exactement. Donc, économie de l'État, et cette économie est convertie en un soutien à l'entreprise. C'est ça qui permet de sans augmenter. Et du coup, le client n'a pas vu la différence. Si tu achètes un yaourt Maminova, le prix n'a pas augmenté et les actionnaires n'ont pas grogné parce que la masse salariale... Donc voilà. Bien sûr. Ça, c'était le débat sur la semaine de 4 jours. Et puis, la gauche arrive, ce qui était plutôt, a priori, à mes yeux, une bonne nouvelle. Mais hélas, Lionel Jospin ne croyait pas à la question du temps de travail. C'est François Hollande, un jour, qu'il a dit dans Libération, François Hollande, qui à l'époque était juste premier secrétaire du PS, et qui dit « Lionel Jospin n'a jamais cru à la réduction du temps de travail. S'il avait parlé au début, Jospin parlait des 37 heures dans le programme pour les présidentielles de 95, c'était les 37 heures à la fin du septennat. Et François Hollande dit, en fait, Jospin était convaincu que la croissance allait revenir, que la croissance était la solution, et qu'il parlait du temps de travail pour faire plaisir aux militants. Or, la croissance, tu sais que j'aime bien les petits graphiques, voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans en France. Voilà. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? Tu fais des dessins beaucoup plus jolis que les miens. Mais voilà, les années 60, 70, 80, 90. Est-ce que c'est sérieux de miser encore sur le retour de la croissance ? Ça, c'est pour la France. Certains vont dire, mais c'est parce que la France est mal gérée, un État obèse, on entend tous les... Voilà. Et on va nous dire, regardez, en Allemagne, c'est peut-être mieux. Voilà l'évolution de la croissance en Allemagne depuis 50 ans. La locomotive allemande, voilà l'évolution de la croissance. Ça sera intéressant d'ailleurs, à un autre moment dans notre discussion, d'évoquer aussi le terme de décroissance, de la décroissance volontaire que plaident certains. Elle est naturelle. Est-ce qu'il faut l'accélérer Je pense qu'il faut éviter la récession. Là, l'objectif est d'éviter la récession et de donner à tout le monde une vie. En voyant dans ton jardin les statues du chat, je me mettais à rigoler tout seul et je me dis qu'on a droit au bonheur. C'est pas parce qu'on est en crise qu'on doit renoncer au droit au bonheur. Chacun de nous n'a qu'une vie. On devrait tous pouvoir avoir droit à une vie équilibrée, une vie joyeuse. Et ce projet de 4 jours de travail semaine va donner du temps libre à tout le monde, temps dans lequel on pourra prendre soin des siens, prendre soin de ses enfants, de sa famille, de se cultiver, de se distraire. Donc ça a l'air effectivement de quelque chose de très vertueux. Et à partir des 400 entreprises, donc je le dis, Maminova, Fleury, Meutier, Monique Ranou, mais dans mon coin des Pyrénées, si tu vas à Pau, si tu achètes une chocolatine ou une tarte aux fraises à la boulangerie de ton quartier, ceux qui font le contrôle bactériologique des pâtisseries, c'est un laboratoire qui s'appelle Abiocé, qui est une toute petite PME, qui est aussi passé à 4 jours. À Chambéry, c'est une entreprise de services informatiques, Egis, qui passe à 4 jours. Il y en a combien ? Voilà. Il y en a 400, à peu près 400. C'est énorme. C'est 17 000 salariés. D'après le bilan de la loi de Robien, c'est à peu près 17 000 salariés qui sont passés à 4 jours. Et souvent, le bilan qui est fait au bout d'1 an ou 2 ans est très bon. L'absentéisme recule. Par exemple, chez Maminova, le médecin du travail a fait le bilan et dit que vraiment, il y a eu des créations d'emplois, à coup sûr, mais surtout, on voit que l'absentéisme recule, qu'il y a une qualité de vie. On a aussi enrichi le travail, parce que si le contremaître est absent 1 jour par semaine, on a un peu enrichi le travail des ouvriers pour qu'ils puissent répondre à... J'en viens quand même à ta question sur les 35 heures, quelle différence ? Oui, parce qu'on y va. Le problème, c'est que donc, le débat est sur avec le débat lancé avec Antoine Riboud en 1993, avec les 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours, la question du temps de travail devenait incontournable. Et un conseiller de Lionel Jospin m'avait dit, le conseiller social de Jospin m'avait dit, tu sais, s'il n'y avait pas eu tout le bazar que tu as mis autour des 4 jours, peut-être que la gauche n'aurait plus reparlé de la question du temps de travail. Mais on en a tellement parlé, même Jacques Chirac était à peine président de la République, en juillet 95, il va chez Brioche Pasquier, tu sais, les petites brioches, et Jacques Chirac avait commencé sa campagne en expliquant qu'il fallait travailler plus. On avait été quelques-uns à argumenter. Et Jacques Chirac, le 13 juillet 95, va chez Brioche Pasquier et dit « Mais pourquoi ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs ?» Donc la gauche était un peu obligée d'en parler. Jospin ne croyait qu'à la croissance, mais il fallait faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu 3 lois sur le temps de travail. La loi de Robien, la première loi Aubry et la deuxième loi Aubry. Et les 2 premières lois, Robien et Aubry, étaient équilibrées. Parce qu'il fallait vraiment réduire le temps de travail pour avoir droit à des exonérations, et il fallait créer des emplois.
une entreprise qui ne créait pas d'emploi et qui ne baissait pas le temps de travail réellement n'avait pas droit d'exonération. Donc le bilan de la loi de Robien ou de la première loi Aubry était très bon. Mais par contre, le gros problème, c'est avec la deuxième loi sur les 35 heures, qui a concerné quasiment tout le monde, et puis les hôpitaux, il faudra qu'on en parle des hôpitaux. Mais le problème, c'est qu'avec la deuxième loi sur les 35 heures, il y avait beaucoup d'ambiguïté. En gros, le MEDEF, ou la partie la plus libérale du MEDEF, parce que tous les patrons n'étaient pas d'accord avec cette stratégie, mais le MEDEF avait gagné l'essentiel. En termes de flexibilité, on pouvait signer un accord 35 heures et rester à 38h40 de durée réelle. C'est dans le Figaro, j'ai retrouvé dans le livre qu'on a fait avec Michel Rocard, on citait le patron de toutes les PME de France qui disait « Mon entreprise a signé un accord 35 heures, mais la durée réelle est restée à 38h40 ». Voilà, le patron de la CGPME dans le Figaro en 2000. Donc si tu restes à 38h40 de durée réelle, il n'y a pas beaucoup de qualité de vie pour les salariés et ça ne crée pas d'emploi. Deuxième problème, dans la deuxième loi Aubry, les exonérations étaient données même s'il n'y avait aucune création d'emploi. Aucune création d'emploi. Avec Stéphane Hessel, c'est la première fois que j'ai signé un texte avec Stéphane Hessel, avec Marie-Claire Mendès-France, la veuve du grand Pierre Mendès-France, avec des syndicalistes, on avait signé un appel en disant on ne peut pas donner des dizaines de milliards d'exonérations s'il n'y a pas des créations d'emplois. C'est normal de donner des exonérations s'il y a des embauches, bien sûr. Mais si l'entreprise ne crée pas un seul emploi, elle n'a pas de dépenses supplémentaires, donc c'est juste un effet d'aubaine, c'est juste un cadeau pour les actionnaires. Évidemment. Et dernier point, on pouvait, sur les 35 heures, on pouvait changer la définition du temps de travail. Par exemple, chez Michelin, à Clermont-Ferrand, tu sais, ceux qui font des gros pneus, depuis travailler le caoutchouc, ça sent pas bon, ça colle à la peau, et depuis très longtemps, ils avaient gagné le droit de prendre une douche juste sur le temps de travail pour rentrer chez eux en étant propre, changer de chemise et ne plus sentir le caoutchouc. Voilà. Et c'était depuis très longtemps considéré sur le temps de travail, on a le droit de prendre une douche pour retrouver un peu de fraîcheur avant de rentrer. Et là, avec la deuxième loi sur les 35 heures, on leur a dit que la douche, ça pouvait être considéré comme pas du temps de travail, donc prends ton temps. Moi, mon beau-père était chauffeur de camion, on lui expliquait que quand le moteur était à l'arrêt, ça n'était plus du temps de travail. Donc il y a plein de salariés, je le répète, avec la première loi de Robien ou la première loi Aubry, il y avait des accords équilibrés, mais la deuxième n'était pas du tout équilibrée, et du coup, l'effet sur l'emploi était très faible. L'effet sur l'emploi a été faible, et cela a, une fois de plus, appauvri l'État, puisqu'ils ont donné des compensations aux entreprises qui ne baissaient pas le temps de travail. Effectivement, du coup, d'abord, c'est quand même pas la catastrophe des catastrophes. Quand le MEDEF nous dit que c'est une catastrophe, ça a quand même permis de créer 350 000 emplois. D'après l'INSEE, c'est pas mes chiffres ou tes chiffres. D'après l'INSEE, tout cet épisode des 35 heures a permis de créer 350 000 emplois. Le CICE n'en a pas créé la moitié, donc c'est quand même une... Mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été appliqué à la lettre, et si la loi avait été appliquée vertueusement. Voilà, si on avait fait des vrais 35 heures et non pas avec autant de flexibilité, ça aurait été mieux. Et la semaine de 4 jours, j'ai un copain qui était au cabinet de Martine Aubry et qui m'avait donné une fuite en 98 ou 97. Et à partir des 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours, non pas un modèle macroéconomique, mais à partir des 400 pionniers qui étaient passés à 4 jours, l'étude du ministère disait qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Qu'un mouvement général vers les 4 jours, de façon souple et bien négociée, avec les financements qu'on propose, on aurait pu créer 1 600 000 emplois. C'est pour ça qu'avec Michel Rocard et d'autres, on a grogné en disant, évidemment, ça n'est pas une catastrophe, mais créer seulement 350 000 emplois, si on ne peut en créer 1,6 million, on va laisser plus d'1 million de gens dans la panade, au chômage. Et puis en termes de qualité de vie, avoir tous un jour de libre par semaine, ça change la vie. Vraiment, tous ceux qui l'ont mis en place. Par contre, avoir quelques heures ou quelques jours de VRTT, avoir 8 jours de VRTT dans l'année, ça change pas la vie. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on arrête. Et puis, un autre point qui est très important et qu'il faut qu'on mette sur qu'on crève l'abcès, c'est la question des hôpitaux. Beaucoup de gens disent que les 35 heures, ça a été un vrai bazar à l'hôpital. Et hélas, ils ont raison. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut renoncer ni à la semaine de 4 jours, ni à d'autres formes de réduction du temps de travail à l'hôpital. Je me souviens en 94, comme on dit ici, en 94, j'avais été invité par les dirigeants et les syndicats de l'hôpital de Lille, le grand hôpital, le CHU de Lille. Toute une journée très intéressante de travail avec les dirigeants, les médecins, les syndicalistes, tous les représentants, en disant s'il y a bien un métier où il faut réduire le temps de travail, c'est les métiers en particulier d'infirmières et d'aides-soignants, où c'est le plus mauvais rapport entre le temps qui est consacré pour se former, pour devenir une infirmière ou un infirmier, et la durée de carrière. Parce que c'est des rythmes crevants, et beaucoup de gens choisissent ce métier parce qu'ils ont une passion pour être au service des malades, les aider, mais ils sont tellement crevés au bout de quelques années qu'ils démissionnent. Et donc et la crise actuelle démontre à l'envi que c'est un métier je suis beaucoup intervenu personnellement, j'ai beaucoup ouvert ma gueule sur ces salaires indignes qui sont versés aux infirmières pour le travail
travail fabuleux qu'elles font. On les a remerciées pendant des mois en les applaudissant tous les soirs. C'était mérité, mais ça ne suffisait pas. Elles auraient préféré un statut qui devienne digne. Revenons à la semaine, aux 35 heures ou à la semaine de 4 jours, parce que dans le milieu hospitalier, et pour les infirmières particulièrement, ce serait particulièrement utile, nécessaire et bénéfique. Oui, c'est un métier qui est crevant et où on voit qu'il y a beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers qui arrêtent au bout de quelques années, qui démissionnent alors qu'ils ont eu un long temps de formation et ils avaient une passion pour ce métier, mais qui n'arrivent plus à concilier leur vie personnelle et leur boulot. Donc vraiment, c'est le directeur du CHU de Lille et tous les médecins qui étaient là et tous les salariés qui disaient oui, qui avait demandé en 94 s'il pouvait expérimenter la semaine de 4 jours, en disant il n'y a pas de problème d'organisation, parce qu'un hôpital, il est ouvert 7 jours sur 7, bien 52 sûr. Semaines par an, même la nuit, et qu'on se transmet les consignes pour dire ce malade, il a besoin que tu sois là. Ils l'ont fait ? Non, justement, le problème, c'est que, déjà en 94, le ministère n'a pas voulu expérimenter pour qu'il n'y ait pas un débat, ils avaient peur du débat. Mais le pire, c'est qu'en 99-2000, quand la gauche était au pouvoir, pourquoi c'était le bazar, effectivement, les 35 heures à l'hôpital? C'est que Lionel Jospin et Martine Aubry et Strauss-Kahn avaient promis que les 35 heures pourraient bénéficier aussi aux infirmiers, infirmières et aides-soignants, mais ils n'ont pas voulu ouvrir les écoles d'infirmières. Il y a, je ne donnerai pas de nom, mais quelqu'un au ministère des Finances qui a voulu faire des économies de façon scandaleuse en disant « Ok, on va mettre en place les 35 heures, mais on n'ouvre pas les écoles d'infirmières. » Et donc, en gros, on demandera aux gens de travailler plus. Voilà. Et du coup, évidemment, la plupart des infirmières et des infirmiers ont subi un stress. Soit tu prends tes jours, soit tu accumules les jours de RTT que tu ne peux pas prendre. Mais ce que je voudrais tout de même comprendre un jour, c'est pourquoi la gauche a fait tellement de mal à la gauche. Ça, c'est une énorme question, et c'est pour ça que l'élection de Biden est une bonne nouvelle, parce que tout le monde dit que ça, on rompt avec 40 ans de stupidité néolibérale, et que même Clinton, que même en France, les néolibéraux, les Strauss-Kahn, hélas, même Jospin, François Hollande n'avaient pas su rompre. Et donc, c'est pour ça qu'on est d'un moment fondamental. Tu sais qu'on a été reçu par le pape, je t'ai montré la photo du pape, et le pape nous invite à la révolution. Le pape dit qu'un système économique où le capital devient une idole, c'est ce qu'il écrit, et où l'argent écrase la cohésion sociale, fout en l'air des millions de personnes et de familles, et fout en l'air la planète, le pape dit, il dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un de mes enfants, mais il dit que c'est le fumier du diable. Il parle poliment, mais le pape dit ce système, c'est le fumier du diable, et il dit qu'il faut faire une révolution et tout changer. Pour finir sur les hôpitaux, il faut pas du tout en conclure que la semaine de 4 jours n'est pas possible dans les hôpitaux, voilà. Il faut juste en conclure que, comme dans tous les secteurs, il faut s'occuper des questions de formation. Il y a des domaines où des secteurs où on peut passer à la semaine de 4 jours en 1 an ou 2, dans l'agroalimentaire, par exemple, quand Maminova, Fleury-Michon, il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires ou des plus petites, les Ducs de Gascogne, y compris quand lutter contre la précarité. C'est intéressant de voir qu'au Duc de Gascogne, il y a une forte activité au mois de novembre et décembre quand tu fais du confit et du foie gras pour les fêtes de Noël, que jusque-là, c'était avec des CDD et de l'intérim qui faisaient face au pic d'activité, et que là, ils sont tous passés à 4 jours, ils ont embauché tout le monde en CDI, avec l'idée qu'on est presque tout le temps à 4 jours, qu'il y a 2 mois dans l'année où on est à 3 jours, il y a 2 mois où on revient à 5 jours. Mais donc, ça veut dire qu'y compris, ça peut être souple. Mais donc, pour l'hôpital, il ne s'agit pas du tout de renoncer à la question du temps de travail, mais dire que chaque secteur doit avoir son calendrier. C'est vrai qu'on ne peut pas former une infirmière en 3 semaines, on ne peut pas former un médecin en 3 ans, mais par contre, ça doit être un but pour l'ensemble de la société, de relancer cette négociation. C'est donc un projet à long terme, c'est donc une vision qui concerne un secteur de l'activité, qui est celui-là, mais qui est un secteur qui est l'un des plus... S'il y avait le personnel formé, ce serait l'un des secteurs où la mise en place de la semaine de 4 jours serait la plus simple à établir. Il n'y a aucun problème d'organisation. Alors moi j'ai une question pour toi, et je pense que je la pose au nom de énormément de gens. Ça marche pour les grandes entreprises, le système de la semaine de 4 jours. Et qu'en est-il des petites structures ? Moi, j'ai créé autour de moi, l'un pour Internet, secrétaire, archiviste, contact, galerie, etc. J'ai créé 8 emplois autour de moi. Je pourrais, je pense, proposer. Il y en a un d'ailleurs qui m'a demandé d'être à mi-temps, etc. Ça fonctionne, on travaille autrement. Mais j'imagine que des petites entreprises vont rencontrer plus de difficultés, peut-être d'abord psychologiques, mais je voudrais que tu leur expliques si c'est possible chez elles. Quand on a 3 collaborateurs, comment est-ce qu'on fait ? D'abord, de même que les Anglais disent que la preuve du pudding, c'est que ça se mange, et la preuve que les 4 jours, c'est possible dans des PME, c'est qu'il y a déjà des dizaines de PME avec 3 salariés, 5 salariés, 8 salariés, 11 salariés qui l'ont mis en place.
Premièrement, ça n'était pas du tout obligatoire. C'était avec la loi d'Eurobien, c'était avant qu'on parlait de 35 heures, ça n'avait rien d'obligatoire, et ça marchait souvent pendant plusieurs années, 8 ans, 10 ans, jusqu'à temps qu'il y avait les exonérations. Et le bilan était bon partout. Après ça, oui, tu as raison, c'est plus compliqué. Quand il y a 3 salariés ou 5 salariés, c'est plus compliqué que dans un grand groupe où tu as de toute façon 40 personnes à la production. C'est pas la même chose que le mi-temps. Aussi, quand tu dis qu'ici, dans ton équipe, il y a quelqu'un qui est à mi-temps, autant on peut généraliser les 4 jours, il y a encore une fois, dans tous les métiers, mais le mi-temps, il y a certaines entreprises où les gens te disent que ceux et celles qui sont passés à mi-temps, on voit bien qu'ils ne sont plus exactement investis comme avant. Parfois, ça continue à bien marcher, mais parfois, si tu es juste à 2 jours ou 2 jours et demi par semaine, il y a le risque qu'il te manque des informations. Tu n'as pas le temps suffisamment pour être avec les collègues, être avec le chef de l'équipe, tes centres d'intérêt, peut-être que tu as mis plus d'énergie, en fait, hors travail. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas avec les 4 jours où l'investissement dans le projet de la société, petite ou moyenne, est encore énorme. Énorme, et au contraire, et par contre, une des difficultés, mais qui devient une richesse, c'est que du coup, souvent, on doit faire des binômes. Hier, je parlais avec une amie qui était la patronne d'une agence de publicité, qui avait 7 salariés quand ils sont passés à 4 jours, et qui du coup, ils ont embauché 3 personnes, et qui a dit, au début, c'était un peu compliqué, et du coup, on a mis des binômes. C'était pas juste une personne qui s'occupait d'un métier, ou une personne qui s'occupait d'un client. Il nous a fallu 4 mois ou 5 mois. Elle a dit, c'était un peu le bazar pendant les premiers mois, mais on fait des binômes, ce qui fait que si Philippe prend son jour de RTT, il y a Christine qui peut être là et qui peut répondre. Donc, il faut faire ça, c'est un travail de se passer les dossiers, d'apprendre à travailler ensemble. Mais du coup, si Philippe se casse la jambe ou s'il est absent pendant un mois, Christine, son binôme, peut être là et peut-être même revenir à 5 jours pendant quelques semaines pour assurer. Bien sûr. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne plus de souplesse. Et ça fait sans doute davantage circuler l'information. Parce que nous souffrons de ce problème ici, c'est que chacun gère son domaine et ne communique pas forcément avec les autres pour dire ce qu'il est en train de faire. Et donc nous nous obligeons à faire des réunions hebdomadaires pour dire ce que font les uns et les autres. Et j'imagine que si on adoptait un système comme celui que tu proposes, on devrait le faire davantage. Je dis bien on devrait et on le ferait, et donc l'information circulerait d'autant mieux au sein de ceux qui sont là tout le temps. Je souris en t'écoutant parce que ce que dit Véronique, là, donc la patronne de l'Agence Verte, c'est que tous les problèmes de ressources humaines dont depuis des années on dit on devrait faire ça, devrait faire ça, voilà. Quand tu passes à 4 jours, tu n'as pas le choix. Ou bien c'est un énorme bazar, pas de folie. Et il y a une entreprise, je ne donnerai pas de nom, mais un grand hebdomadaire qui était passé à 4 jours. On a beaucoup, 95% des entreprises passées à 4 jours disent que le bilan est très bon. Mais il y a des secteurs où ça n'a pas bien marché. Et en particulier, un hebdomadaire en France qui est passé à 4 jours et où, en fait, on avait laissé pourrir des problèmes de management et où, du coup, le travail remontait vers les chefs de service et l'ensemble des salariés passaient à 4 jours, le travail remontait et les chefs de service pétaient les plombs. Et des gens m'ont dit, mais en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de non-dits depuis longtemps et qu'on n'a pas profité des 4 jours pour mettre ces questions sereinement sur la table. Et dans ce que dit Véronique pour l'Agence Verte, c'est que tous les problèmes, on disait qu'il faudrait améliorer la communication, tu es obligé de le faire. Un autre exemple chez Maminova, le problème financier était très vite réglé. Maminova, là, le fabricant de yaourts et de gruyère, voilà l'accord sur le financement. Très concrètement, tu vois, la première année, la deuxième année, la troisième année, embauche 15% de gens en CDI, 15%. Ils ont eu l'exonération, donc l'équivalent des cotisations chômage qui ne payent plus pendant toutes ces années. Et ils ont juste bloqué le salaire, mais il n'y avait aucun blocage. Donc ils ont dit que le problème financier avait été très facile à régler. Mais que le plus compliqué et le plus intéressant, c'était le contenu du travail. Parce que le directeur de l'usine veut passer à 4 jours. Ce n'est pas juste pour les ouvriers. Le directeur de l'usine, le directeur général, passe à 4 jours. Donc qu'est-ce qu'il ne fait plus ? C'est un peu comme quand on déménage, on se rend compte, quand on quitte un appartement, on se rend compte qu'on a accumulé du bazar, il y a des trucs qu'on peut foutre à la poubelle, mais il y a aussi des choses qui sont utiles et qui va donner à son numéro 2. Mais le numéro 2 passe à 4 jours. Et donc là, on embauche un cadre. Et comme ça, jusqu'aux ouvriers de premier niveau, il y a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Mais s'il y a Carrefour ou Leclerc qui appelle pour demander 1 tonne de yaourt à la cerise, tu ne vas pas dire « attendez lundi que le contremaître revienne », sinon tu perds les clients. Bien sûr. Donc on a enrichi le travail, y compris pour que les ouvriers puissent répondre mieux. Voilà. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles l'absentéisme recule, c'est une des raisons pour lesquelles la compétitivité de l'entreprise s'est plutôt améliorée. Le jour J, c'était neutre du point de vue économique. Il n'y avait pas eu d'augmentation de la masse salariale. Mais le bilan qui a été fait au bout d'1 an ou de 2 ans, c'est que, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de salariés, on a enrichi le travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'absentéisme a reculé et que l'entreprise s'est bien retrouvée. Comment se fait-il que ce système, ce principe,
ce projet ne soit pas relayé dans la presse, dans les médias, et que bravo pour le combat que tu portes une fois de plus, et je suis certain qu'il va il ne va pas tomber dans l'oreille de sourds, que la gauche va s'y intéresser, et visiblement en Belgique, elle s'y intéresse déjà, mais pourquoi, bon sang, la droite, le centre et la droite ne peuvent-ils pas s'y intéresser aussi, puisque économiquement, il n'y a pas de perte, que les entreprises se portent bien et que ça rend tout le monde plus heureux. Est-ce que, quelque part, le projet économique de la droite serait aussi secrètement de rendre les gens malheureux ? Je ne pense pas que ce soit un projet que l'on puisse porter. J'ose croire que les êtres humains souhaitent le bonheur de tous. J'espère comme toi, mais sociologiquement, on voit bien qu'on dit en France qu'il y a deux droites ou trois droites. Il y a une droite très conservatrice, on ne change pas, et puis il y a une droite libérale qui pense que le marché, la main visible du marché va faire le bonheur des gens, et que malgré la crise de 2008, malgré la crise à répétition, ces gens-là continuent à penser qu'il faut travailler plus. On voit bien que travailler plus, ça ne profite qu'à quelques personnes, et que le nombre de chômeurs augmente. Mais hélas, il y a toujours une droite qui est sur ces deux filiations, conservatrice ou libérale. Et sur la question du temps de travail, c'est tragique de voir comment depuis un siècle, en même temps, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mouvement historique. Oui, nos arrière-grands-parents, en Belgique comme en France, tout le monde travaillait 7 jours sur 7, 12 heures par jour, il n'y avait pas de congés payés. Donc personne ne peut contester le fait qu'on a divisé par 3 le temps de travail. Toi et moi, on travaille 3 fois moins que nos arrière-arrière-grands-parents. Voilà. Mais à chaque fois qu'il y a une étape de réduction du temps de travail, c'est jamais le bon moment. Quand on est passé de 7 jours à 6, il a fallu en France que l'Église et la CGT soient dans la rue pour dire on veut un jour de repos. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils feraient le dimanche matin. L'Église et la CGT n'avaient pas les mêmes occupations. Mais ils étaient... Sauf qu'ils terminaient tous au bistrot en fin de matinée. C'était un bon moment, le café du dimanche, ça ne se refuse pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu avais des patrons à l'époque qui disaient si on donne le dimanche aux ouvriers, ils vont se mettre à boire, ils ne sauront plus travailler le lundi. Aux États-Unis, quand Henry Ford, le grand patron de l'industrie Ford, passe ses usines à 5 jours sans baisse de salaire. À l'époque, Henry Ford dit, avec les nouvelles façons d'organiser le travail, Taylor, je produis plus avec moins de travail. Et Ford n'était pas un humaniste, il voulait juste des clients. Il disait juste, si je laisse le chômage augmenter, j'aurai moins de clients. Donc Ford et Kellogg's, les céréales Kellogg's, ils ont quelques patrons un peu visionnaires, en 1927-28, et ils disent, il faut travailler moins. Et donc Ford passe à la semaine de 5 jours sans baisse de salaire, ce qui est une révolution. Et Henry Ford se moque des patrons français en disant il n'y a qu'en France qu'on croit que si les ouvriers ont du temps libre, ils vont se mettre à boire, ils ne seront plus capables de travailler. Voilà. Pour les congés payés, on pourrait en rigoler. Pour les congés payés, c'est les citoyens, c'est intéressant d'ailleurs que Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Léon Blum pensait que c'était une idée qui ne tenait pas la route économiquement. Il a fallu que des citoyens imposent l'idée des congés payés. Finalement, il y a une loi sur les congés payés et tu as une partie du patronat, pas tout le patronat, qui dit les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Voilà. Et maintenant, rétrospectivement, si on espère que le virus est bientôt sous contrôle, la question le tourisme est quand même le premier secteur d'activité en France. Donc si on avait écouté l'arrière-grand-père de M. Gattaz, qui était hostile à la semaine de 6 jours, hostile à la semaine de 5 jours, hostile aux congés payés, eh bien si on avait écouté tous ces gens-là qui ont toujours été hostiles à la réduction du temps de travail, à chaque fois avec les mêmes arguments, eh bien aujourd'hui on n'aurait pas de congés payés, ce serait quand même beaucoup moins agréable pour nous, et le secteur du tourisme n'existerait pas. Mais hélas, il y a vraiment un conservatisme qui est tragique. C'est pour ça qu'il faut l'imposer, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour y compris il y a beaucoup de leaders de gauche qui ne veulent plus en parler, parce qu'ils ne veulent pas trop revenir sur les 35 heures, ils veulent pas... Voilà. Mais il faut casser ce truc, il faut casser cette malédiction autour du souvenir des 35 heures. Il faut dire ça c'est terminé, et la façon dont tu l'expliques me paraît lumineuse, donc il faut revenir avec les 4 jours, c'est une autre manière de donner des temps de travail, mais qui est plus vertueuse à mon avis. 4 jours, basta les 35 heures, ça aurait marché si on l'avait appliqué comme il le fallait. Et la preuve, c'est que maintenant, ça marche. Paf, autant de centaines d'entreprises le pratiquent et ça marche. Et donc, on va proposer ça à l'Europe entière. Et pourquoi pas à la planète. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça n'est pas une baguette magique, mais que c'est sans doute un des leviers les plus puissants pour sortir du chômage, pour aussi limiter les burn-out. Parce qu'il y a tous ceux et celles qui crèvent bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas de travail, et puis il y a tous ceux et celles qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont en burn-out. Donc la semaine de 4 jours, ça donne un vrai boulot à ceux et celles qui sont au chômage, ou à ceux et celles qui étaient à temps partiel, qui vont avoir un vrai boulot, et puis ceux et celles qui étaient en burn-out vont aussi avoir du temps pour vivre. Mais c'est pas... Donc, rien qu'avec la semaine de 4 jours, en France, on pourrait créer 1 600 000 emplois.
1,6 million, c'est bien, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'autre chantier fondamental, c'est agir pour le climat, pour éviter une catastrophe climatique et pour créer des emplois. On en a souvent parlé ensemble. On pourrait créer, rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois si on se donne les moyens d'isoler les maisons, de faire des transports en commun, de changer notre modèle d'agriculture. Et c'est pour ça qu'on se bat au niveau européen pour taxer la spéculation. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais si tu as 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours et 900 000 emplois avec un vrai plan climat, tu crées 2 500 000 emplois. 2 500 000 emplois, ça change la vie de beaucoup de gens. Et ça c'est la meilleure réforme des retraites. Moi, je dessine là très rapidement un projet d'affiche pour l'année prochaine, c'est ceci. Écoute, il y a déjà beaucoup de candidats. J'ai pas mon mot à dire dans les élections françaises, mais mon opinion est faite. Non, mais attends, il n'y a pas beaucoup de gens dans le débat actuel qui apportent 2 500 000 emplois à la France. Et puis surtout avec des preuves que c'est possible. C'est pas du pipeau. Bien sûr. C'est pas des promesses, machin. Non, mais voilà, ça me fait... Il y a une chose que je dois malgré tout te dire, c'est que ce projet, à titre personnel, ne me convient pas du tout, parce que si je dois réduire mon temps de travail à 4 jours semaine, j'implose. C'est impossible. Moi, je travaille 5 jours semaine. Je serai l'exception à la règle. Mais tu fais partie des gens qui ont une vie absolument passionnante. Oui, voilà. Mais il ne s'agit pas d'interdire à un créateur, à un sportif, voilà. Mais non. Mais je pense... Tu ne peux pas interdire aux footballeurs de travailler le dimanche, par exemple. C'est pas le but. Effectivement, très drôle. C'est pas le but, très drôle. Oui, pas le but. Ça, c'est plus fort que moi. Non, mais c'est ça, moi, qui m'emballe dans ce dont tu me parles. C'est que c'est tellement à la fois simple, c'est arithmétique, c'est vertueux, c'est démocratique, c'est généreux, c'est partageur. C'est tout ce que j'espère d'une société. C'est un projet joyeux. Je pense qu'il faut que la gauche gagne l'année prochaine, mais qu'on ait un projet concret, réaliste, et qui soit joyeux. En regardant tes dessins, à chaque fois que je viens ici, je rigole 1 heure avant de savoir que je vais te retrouver. C'est un plaisir. Et je me dis qu'on n'a qu'une vie. Pour moi, pour mes enfants, j'ai envie que tout le monde ait une vie digne, que tout le monde ait de quoi vivre, et un vrai boulot, un vrai revenu, un vrai système de retraite, mais qu'on ait le droit au bonheur. C'est pas parce que c'est la crise qu'on doit oublier le droit au bonheur. Et ce droit au bonheur, c'est en même temps le Conseil national de la résistance. J'étais un très grand copain, un ami de Stéphane Hessel. Ils ont été capables de se battre contre les nazis. Et en même temps, le projet qu'ils ont proposé pour la France était les jours heureux. Les jours heureux. Roosevelt, tu sais que je viens d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Roosevelt était paralysé, mais il a remis des millions de gens en mouvement. Il a redonné de l'espoir. Et la petite musique qu'il mettait à la fin de sa campagne, avant d'être élu président des États-Unis, c'est Happy Days are here again. Les jours heureux reviennent. Voilà. Alors qu'il y avait des millions, ça après la crise de 29. Donc je pense qu'il faut que nous, on se reconstruise avec un vrai projet qui parle à tout le monde et que ce ne soit pas du pipeau. Il faut que la gauche gagne, mais il ne faut pas qu'elle déçoive derrière. Et je pense que la semaine de 4 jours peut être un élément très important pour créer des emplois, mais aussi pour avoir accès à la culture, du temps pour soi, du temps pour vivre, du temps pour un engagement, s'occuper du club de foot du quartier, du club de théâtre. On s'est rendu compte avec le Covid, la crise, que le fait d'être en contact avec les autres nous a manqué, l'accès à la culture nous a manqué pendant les mois de confinement. Donc, est-ce qu'on est capable, après cette crise, d'inventer un modèle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus équilibré ? Et ça donnera du temps aux gens de pouvoir relire les albums du chat publiés chez Casterman. Je me permets de dire le nom de l'éditeur parce que tu as cité 4 fois Maminova dans notre conversation. Je passe mon temps à manger des yaourts et à lire tes albums. Et il n'y a pas de raison. Tu as répondu à toutes mes questions et je trouvais le projet assez formidable comme ça, en gros. Et puis là, de le connaître mieux, je suis évidemment convaincu que c'est une solution formidable. Le combat fondamental de la gauche, c'est la question du temps de travail. Pour lutter contre le chômage et pour avoir du temps pour vivre, pour un pays qui retrouve une certaine convivialité, qui retrouve le goût de la fête, il faut expliquer quand tu demandes pourquoi il y a des gens qui ne votent plus ou qui votent pour des partis politiques qui ne veulent pas leur bien, c'est sans doute parce qu'on ne met pas assez de solutions concrètes dans le débat public. C'est Jean Jaurès, une des grandes figures de la gauche française, qui disait « faire de la politique, c'est dire des choses simples,
qu'on répète simplement jusqu'à ce que tout le monde ait compris que c'est pour de vrai, il n'y a pas de piège. Déjà, à l'époque de Jaurès, beaucoup de gens pensaient que les politiques sont là juste pour se goinfrer, pour faire carrière. Et Jaurès, qui était par ailleurs un grand philosophe, il fait des pages parfois de philosophie, il faut relire 4 fois pour comprendre. Mais là, Jaurès, et pour retrouver la confiance des gens, il faut dire des choses simples. Voilà, il faut user le doute comme on fatigue la salade. Et c'est ça qu'il faut faire. Je le répète, c'est à nous, les citoyens, de le faire. Léon Blum ne voulait pas des congés payés. Léon Blum pensait que ça ne tenait pas la route économiquement. Et c'est les citoyens qui ont imposé à Léon Blum l'idée des congés payés. Et moi, j'aimerais qu'on réimpose en France le débat sur un vrai pacte pour le climat et la semaine de 4 jours pour casser le chômage et vivre mieux.